Nous sommes sur Talent, l'événement dédié aux enjeux de recrutement et d'attractivité. J'ai le plaisir de recevoir Marc-Édouard Brunelet. Vous êtes directeur général de MacAnders, filiale du groupe Menway, et Vincent Galaguet, talent directeur chez Engie. On va parler ensemble de fonctions à impact et notamment du recrutement des leaders de demain. Alors, ma première question, quelle est votre vision d'une fonction à impact, Vincent? Alors, ça a été un grand débat entre nous. Est-ce qu'il y a des fonctions à impact spécifiques? On pensait à tout ce qui était lié à CSG, etc. Et puis très rapidement dans notre discussion, on s'est rendu compte que non, tout type de fonction peut être des fonctions à impact. En fait, tout dépend de la mission qui est confiée au poste. Et généralement, on a convenu que c'était des postes où on attendait une grande transformation par rapport à la situation initiale. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Vincent. Le qualificatif même de la mission ne fait pas sa finalité. Ce que je veux dire par là, c'est que si l'on parle par exemple d'un Chief Impact Officer, il y a impact effectivement dans la fonction, mais pour autant, est-ce que cette personne crée l'impact? Elle mesure dans un écosystème avec une approche très systémique l'impact positif ou négatif d'un opérateur économique, d'une entreprise dans son écosystème, mais pour autant, est-ce que cette personne va créer l'impact? Pour moi, une fonction à impact est nécessairement une fonction qui s'inscrit dans une dynamique de changement, de transformation. J'exposais tout à l'heure l'analogie de l'impact dans ce qu'il a de mécanique. Un impact, c'est du déplacement de matière. Donc c'est un changement d'état. Et donc une fonction à impact, c'est une fonction qui va changer l'état de l'organisation. Vous parlez de changement et la transition est toute faite. Est-ce que les leaders d'aujourd'hui vous paraissent armés face aux défis qui nous attendent demain? On est en France, dans une situation particulière où on a une élite de haut niveau reconnue dans le monde entier du fait de notre formation, qui est au gouvernement. Et est-ce qu'ils sont à la hauteur des enjeux sociétaux? Je vous renvoie la question, vu notre situation. Je vais vous faire une réponse de Normand. Je salue nos amis normands. Ça dépend. Ça dépend. Aujourd'hui, pour être prêt à répondre aux enjeux de demain, je pense qu'il faut une somme d'aptitudes parmi lesquelles on peut citer la capacité à appréhender des environnements de plus en plus complexes, l'agilité, l'humilité. J'ai souvent tendance à dire qu'il faut éviter dans ce monde incertain qui bouge en permanence de s'enfermer dans des certitudes, mais plutôt de se raccrocher à ses convictions. Et avoir des leaders convaincus qui font preuve de certaines de ces aptitudes, justement, là on peut dire qu'on a vraisemblablement, non pas le portrait robot, mais quelques gages qui nous permettent de penser que ces personnes seront mieux appréhender le monde de demain que les autres. Mais je pense qu'il faut arrêter de croire que le monde de demain, ou en tout cas la capacité à résoudre des problématiques et à créer de l'impact, n'appartient qu'aux jeunes générations. Je pense qu'on peut aussi, et on parle en connaissance de cause, hein, Vincent et moi, on peut regarder demain avec les yeux d'hier et puis s'adapter et changer un petit peu le paradigme. Je me permets de rebondir. Bien sûr. On a tendance à croire qu'on pourrait trouver la personne, le leader, qui trouvera les solutions. Et donc on identifie, on cherche ce leader, ce charismatique, christique. Et en fait, de plus en plus, je crois qu'on a intérêt à aller chercher des communautés. C'est-à-dire que ça va générer de la diversité, il y aura une intelligence collective. Et on voit alors c'était le cas de la Convention citoyenne pour le climat, enfin, à chaque fois qu'il y a des communautés qui se rassemblent, c'est ça qui génère de la force et qui va pouvoir générer un changement. Et donc, quand on se pose la question des leaders, plutôt de chercher ce leader qui va trouver la solution, j'aurais tendance à aller chercher des gens qui vont rassembler autour d'eux une communauté, que c'est cette communauté qui pourra mener la transformation. Alors, si on sort de cette perspective messianique, comme vous le dites, quels seraient vos conseils à vous pour aider les RH à identifier ces profils qui pourraient impulser des changements? Prier. Prier. Marc-Édouard. Nous étions il y a quelques instants accompagnés par une co-intervenante qui donnait un conseil fort juste qui consistait
à lever les yeux, lever la tête. Il n'est pas rare qu'au sein même de nos organisations, nous ayons les personnes les mieux à même de répondre aux enjeux de demain, et on ne les voit pas nécessairement. Alors, les recruter à l'extérieur, oui, soit, pourquoi pas, mais est-ce qu'on ne devrait pas se poser une question fondamentale avant d'aller chercher justement ce Messie? C'est de regarder un petit peu nos propres équipes, des personnes qui sont déjà acculturées à l'entreprise, qui y sont généralement plutôt attachées, qui en connaissent les codes et qui sont peut-être souvent les mieux à même de l'accompagner sur ces enjeux de demain. Alors maintenant, comment faire pour les identifier? Vincent connaît bien le sujet, hein. Tu l'évoquais il y a encore quelques instants. Oui. Je vais donner un exemple concret. On avait une problématique de détection de talents, hein, et notamment de talents féminins. Et donc on est dans une entreprise d'ingénieurs, dans le marché de l'énergie, donc une proportion d'hommes et de seniors très forte. Et donc on essayait de générer de la diversité. Donc on s'adressait aux managers, comment on fait pour trouver des talents féminins, etc. Et ils nous ont répondu de manière évidente, on cherche des ingénieurs. Dans les écoles d'ingénieurs, il y a 30% de femmes, donc on ne pourra pas avoir plus que 30%. Ce serait déjà très bien si on obtient ça. Et donc on a poussé, on a fait de la discrimination positive, etc. Et au bout de plusieurs années, rien n'a changé. Et en fait, c'est en s'adressant à la communauté des juniors, enfin des talents, enfin juniors, plus jeunes que moi, c'est tout, eux ont trouvé. C'est-à-dire que, en fait, le travail de la communauté a permis d'identifier plein de personnes qui étaient invisibles aux yeux des managers, aux yeux des RH. Enfin, c'est toute cette notion d'invisibilité, de pouvoir regarder ailleurs. Et ils ont trouvé des gens qui sont rentrés dans le processus d'assessment mis en place, des femmes internationales qui ont parfaitement réussi le processus d'assessment. Et on s'est très vite retrouvé à 50-50. 50% d'hommes, 50% de femmes. Et c'était une logique qui a profondément transformé l'organisation, parce que les managers ne pouvaient plus dire il n'y en a pas, puisque d'autres qui regardaient différemment les ont trouvés. Et donc à chaque fois qu'on réussit des transformations comme ça, en s'appuyant sur la communauté est toute puissante, et donc c'est pour moi un des enjeux pour réussir la transformation. Et puis peut-être, si je peux me permettre, un conseil supplémentaire qui va vous sembler d'une banalité assez déconcertante, comme quoi les vieilles recettes sont parfois les mieux à même de servir le propos, c'est vraiment définir ce que l'on recherche. Quand on recrute, même un leader à impact, comment on le définit, ce leader à impact? Quel impact on recherche? Quel changement d'état? Je parlais d'état tout à l'heure. Quel changement d'état on recherche? Quelle dynamique de changement on veut opérer sur l'organisation? Et c'est vrai que ces éléments doivent faire partie du cahier des charges, en tout cas des éléments qui permettent d'affiner la recherche pour celle ou celui qui est en charge du recrutement, et on ne le fait pas assez. Le mot d'ordre, c'est quoi? Cherchez-moi un candidat à impact, qui crée de l'impact. Qu'est-ce qu'on met derrière tous ces mots? Vous savez, il y a encore quelques années, on parlait de leadership, qui était quand même, on se gargarisait de cette notion de leadership. C'est quoi le leadership? Je suis à peu près certain que le leadership chez Engie, c'est pas le même que chez Coca-Cola ou que chez L'Oréal qui a remporté un prix tout à l'heure. Donc, comment est-ce qu'on caractérise cet impact et qu'est-ce qu'on cherche à obtenir derrière tout cela? Donc finalement, être attentif et à l'écoute de ses équipes, c'est la première étape selon vous. J'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure sur l'humilité, c'est-à-dire qu'on est une fonction RH qui est une fonction importante dans les enjeux sociétaux de transformation, qui est très importante parce qu'on s'appuie sur des hommes et des femmes et qui doivent réussir ce chemin qui est beaucoup challengé par l'IA, par le changement climatique, etc. etc. L'humilité, c'est s'ouvrir, permettre qu'il y ait d'autres regards, d'aller voir d'autres choses. Même par rapport aux vieilles recettes, c'est vraiment s'ouvrir aux autres. Et prendre le feedback, la notion de feedback est vraiment très importante, aller le chercher, et aller le chercher là où on n'attend pas, le provoquer partout. Cette notion de feedback, elle est très importante pour moi. Je vous remercie. Nous étions sur For Change et je vous dis à bientôt.